Profitez de votre programme avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, si on parlait d'une traversée du Vercors menée au pas de course, d'un fort isérois qui vient de gagner au loto du patrimoine et d'une première nationale en Isère en cette rentrée 2020. Et pour parler de ces sujets, je reçois Vincent Moulin. Bonjour Vincent. Bonjour. Organisateur de l'Ultra Trail du Vercors qui s'est programmé le 12 septembre. À côté de vous, Marine Fourest-Raymond, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'association La Pépinière des Talents, une association iséroise qui va ouvrir dans quelques jours une première en France, une prépa d'apprentissage destinée aux enfants diagnostiqués 10. Vous en direz plus dans quelques minutes. En face de vous, deux amis du Fort de Comboire. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Dominique Jourde, qui est bénévole de cette association, qui est venu avec son casque, parce qu'on doit toujours être protégé quand on travaille sur des chantiers, on en parlera tout à l'heure. Et puis Laurent Giacenti, on dit ça Giacenti, président de l'association donc des Amis du Fort. Le Fort qui a été retenu il y a quelques jours pour le loto du patrimoine qui vient de débuter. C'est le seul édifice en Isère à faire partie de la sélection 2020. C'est une bonne nouvelle, j'imagine ? Oh, très bonne nouvelle, hein. Surtout qu'elle est arrivée en deux fois, c'est-à-dire qu'on nous avait prévenu comme quoi on avait été retenu déjà au niveau de l'Isère, une centaine de dossiers à peu près, qu'on n'était plus que deux. Et lundi, on a eu la surprise, j'y ai pas cru tout de suite, et qu'on a été retenu finaliste et gagnant de ce loto. Alors, c'est ces petites fiches à gratter qui sont disponibles pendant tout le mois de septembre chez les buralistes, notamment. Il y a 1,5 million à gagner pour les joueurs. Et pour vous, vous savez combien ça peut vous rapporter ? Oui, tout à fait. Donc, le loto, il y a deux choses. Il y a effectivement le jeu à gratter. Donc, c'est ce jeu à gratter. Une partie des bénéfices iront sur les 18 sites primaires, on va dire, qui a été retenu par la mission Berne. Et puis, il y a une liste complémentaire dont on fait partie, où là, c'est la totalité des joueurs de loto de la semaine, à partir de cette semaine jusqu'au 19, un pourcentage sera retenu et reversé à la mission Berne. Et pour nous, puisque c'est sur devis ou appréciation des travaux qu'on va effectuer, pour nous, ça sera à peu près l'ordre de un peu plus de 100 000 euros. C'est déjà un gros lot au loto quand on dépasse la barre des 100 000 euros. Ça va servir évidemment à rénover ce fort que vous en occupez depuis à peu près une dizaine d'années. Hein. C'est ça, l'association s'est créée pour lui redonner une seconde jeunesse. Tout à fait. Ce fort a été abandonné revendu, on va dire, à la commune de Clé à partir de 1982. La commune de Clé, n'ayant pas de projet très précis, le laisse, on va dire, à l'abandon. Et nous le reprendrons donc à partir de 2011, mais réellement, on attaquera sa sécurisation, l'évacuation, on verra peut-être des photos. Oui, on voit quelques images des débuts, on va dire. Voilà, ça c'est dans l'état où on le trouve dans les premières semaines. Voilà les premiers travaux où on va, et voilà à l'intérieur, voilà donc graffité et abandonné pour plus de 20 ans. Et carcasse de voiture, là on imagine bien dans l'état où on l'a découvert. Alors, c'est un fort qui appartient toujours aujourd'hui à la commune de Clé. Tout à fait. Donc dans la banlieue grenobloise. Il a été construit, je crois, à la fin du 19e siècle sur un site assez stratégique. Oui, tout à fait. Puisqu'on vient de finir la guerre, on va se remettre en arrière en 1870. Donc les frontières, je vous rappelle qu'on doit laisser une partie de la Moselle et l'Alsace. Et donc les frontières bougent et on prend un enseignement de cette catastrophe militaire où à l'époque on s'enfermait dans les villes et on attendait qu'une troupe venant de l'extérieur vienne nous libérer. Donc ça n'a pas fonctionné à ce moment-là. Donc on change de stratégie et c'est un général Serré de Rivière qui va mettre en place ces forts autour des grandes villes. Et donc pour Grenoble, on a 6 forts qui vont protéger Grenoble.
c'est-à-dire l'artillerie fait des progrès, et l'artillerie se met à tirer à 10 km, alors qu'on était à 800 km encore dans les années 800 mètres. Et là, d'un seul coup, l'artillerie tire à 10 km. Donc on va mettre ces forts à plus de 10 km de Grenoble pour maintenir l'ennemi le plus loin possible. Et l'ennemi, pour l'époque et pour l'armée des Alpes, ce sont les Italiens. Ouais. Nos amis aujourd'hui. Oui. On voit des images aériennes du fort, donc il est à 540 mètres d'altitude. Et ce qui est marrant, c'est qu'on ne le voit pratiquement pas d'en bas de la vallée. Ah, tout à fait. Si vous êtes dans, on va dire, la zone industrielle de Comboire, effectivement, vous avez beau lever les yeux, vous ne verrez rien, puisque, effectivement, la stratégie est aussi de protéger ces forts, de les semi-enterrer, ce qui leur permet d'avoir une carcasse, on va dire, végétale au-dessus pour le protéger des différents bombardements faits par l'ennemi. Et ensuite, effectivement, c'est que l'ennemi, arrivant dans la vallée, ne puisse pas repérer le fort dès son entrée en vallée. Fin du 19e siècle, c'était le début des troupes de montagne, les chasseurs alpins, ou leurs ancêtres. Donc c'est eux qui ont pris possession de ce fort ? Non. Alors, dans ces forts, il y a deux armes. Il y a l'arme des artilleurs, puisqu'on est équipé de canons. Donc ça sera le 11e régiment d'artillerie à pied, qui donc a son école, on va dire, dans la région parisienne Versailles. Et c'est des régiments qui vont faire le tour des forts, et entre autres les forts de Briançon, Grenoble, Lyon et Albertville. C'est donc des régiments qui vont faire le tour. Et on a une deuxième arme qui est le génie, puisque bon, il faut entretenir ces forts. Et on a deux régiments comme ça dans un fort. Alors, votre association, sa vocation, c'est de le remettre en état. On l'a vu avec ces images que c'est une bâtisse assez imposante. Les restaurations, je crois, ont démarré en 2013. Dominique, vous faites partie de ces bénévoles qui œuvrent. Je fais partie de ces bénévoles, mais pas depuis 2013. C'est l'automobile ancienne qui m'a amené au fort. C'est-à-dire Une association de Cessin qui s'appelle l'automobile de... Ah zut, ça y est. Bon, c'est pas grave, c'est une association d'automobiles de Cessin. Voilà, qui m'a amené à ce fort. Et comme je suis toujours amoureux des châteaux depuis mon enfance, ça me permettait d'avoir un château presque à moi, sans en avoir les inconvénients. Alors, Voilà. c'est quoi votre rôle dans Mon cette rôle, rénovation ? je suis issu du CEA de Grenoble, où je faisais de la microélectronique, qui n'a rien à voir avec le fort. Mais donc, j'ai appris à faire tous les métiers au fort. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, je suis quand même un grand spécialiste du béton. Béton, maçonnerie. Voilà. Grâce à des gens quand même. Est-ce qu'on a le droit de citer des sponsors ou pas ? Oui, allez-y. En gros, le premier entretien que j'ai eu, c'est avec des gens de chez Vicat. Parce que Vicat est en dessous. C'est eux qui ont creusé toute cette montagne. Parce qu'en dessous, il y a des galeries de ce qui permet de faire le pont. Et le fort étant essentiellement fait en partie avec du pont. Voilà. Quel type de rénovation vous avez entrepris depuis quelques années ? On a entrepris la rénovation de toutes les corniches, c'est-à-dire pratiquement 100 mètres de corniches. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits au niveau intérieur pour remettre en état, par exemple, la poudrière. Je n'étais pas là à ce moment-là, donc c'est d'autres personnes qui l'ont fait, ce qui permet à l'heure actuelle d'avoir une exposition. Le nom de l'exposition ? Mémoire d'un jour. Oui, Mémoire d'un jour. Voilà. C'est vrai qu'il y a une façade qui fait pratiquement 100 mètres, C'est ça. Ouais. Donc qui est très imposante, qui est, j'imagine, compliquée aussi à remettre en état. Oui, tout à fait. Dont la participation donc, au loto du patrimoine, puisque la façade est très longue. Et puis, il faut bien vous imaginer que ce fort étant été abandonné pendant 20 ans, tout ce qui était menuiserie, bois, a été vandalisé, voire brûlé sur place. Donc, on n'avait plus qu'aucune menuiserie. Quelques éléments par-ci, par-là, éparses. Heureusement, ces forts étaient très documentés à l'époque. On a pu récupérer une grosse partie de la documentation, et ce qui nous a permis de trouver des solutions et de pouvoir refaire ces menuiseries, certes avec des matériaux modernes pour que ça dure dans le temps, mais à l'identique de l'époque, avec, on va dire, les mêmes surfaces vitrées. Et cette opération va nous permettre de faire, on a fait une première opération côté pavillon des officiers, on va dire. Et là, ça va nous permettre de faire la même opération, mais côté casernement, qui est la façade la plus importante du fort. On a quelques images de l'intérieur du fort, parce que c'est aussi un vrai dédale, cette bâtisse. Ah, il faut s'habituer. C'est vrai que même moi, il y a de temps en temps, je ne sais plus s'il faut tourner à droite ou à gauche. Ça, c'est clair.
puisque ces forts, en cas de conflit, donc, pouvaient s'enfermer. Donc les artilleurs s'enfermaient à l'intérieur du fort et pouvaient circuler sur la totalité du fort à l'intérieur sans pouvoir sortir. Et d'être autonomes pendant 90 jours. Donc ils ont 90 jours de poudre pour les canons, 90 jours de blé. Donc ce qui est marrant, c'est qu'il y a 50 tonnes de blé, 50 tonnes de poudre. Faut pas se tromper. Voilà, faut pas se tromper, c'est pas dans les mêmes bâtiments. Et, l'artilleur n'est pas forcé de sortir en cas de conflit, en cas de bombardement. Donc d'où les dédales, il y en a partout. Il y a eu des combats dans ce fort d'ailleurs ou pas? Non, il n'a jamais servi, il n'a jamais eu l'occasion de même. On n'a pas même de preuve qu'il y ait eu un seul tir de canon depuis le fort, à part peut-être quelques entraînements. Alors il sert, en tout cas il va continuer à servir maintenant grâce à votre travail. Vous êtes combien de bénévoles, Dominique, à œuvrer? Une dizaine. Une dizaine, il y en a besoin d'un peu plus peut-être? Ah oui, on pourrait avoir besoin de beaucoup plus de personnes, parce qu'au moment de certains travaux, on les fait pas parce qu'on n'a pas les moyens, ni des fois techniques, mais surtout humains. Surtout quand, par exemple, si on veut déblayer des tonnes de terre pour accéder aux voûtes, par exemple, pour l'instant, on se limite à des travaux possibles pour nous. Il est habité aujourd'hui, ce fort? Non, il n'est plus. À un moment donné, on a eu, puisqu'on avait, tant qu'il n'était pas complètement sécurisé, donc on a eu une famille qui a habité pendant un certain temps, un gardien. Et maintenant, donc, il est totalement sécurisé. Donc voilà, on n'a plus forcément besoin, mais il vit de plus en plus, c'est-à-dire que nous, l'objectif de l'association, c'est bien évidemment de le restaurer, vous l'avez bien compris, de valoriser ce patrimoine et surtout à l'ouvrir au public, aux associations, aux familles. Et ce qui est marrant, autant donc les services militaires, on va dire, la défense l'avait abandonné en 1982. Et depuis 5 ou 6 ans, ils sont en train de redécouvrir l'intérêt de ce fort. Et par exemple, cet été, je crois qu'il n'est pas passé une semaine sans qu'un régiment du quartier de Vars ou d'ailleurs ait fait une formation, un camp. Et comme je vais reprendre l'expression du colonel du quartier Régnier, qui me dit, on m'a dit qu'il fallait absolument que je vienne visiter ma seconde maison, donc je viens visiter ma seconde maison. Bon, puis ils sont pas très loin, ils surplombent le fort. Exactement. Les casernes de Vars. Voilà, et ils avaient un besoin d'avoir un ancrage historique. Et je crois qu'ils ont trouvé cet ancrage historique dans le fort. Le fort sera d'ailleurs ouvert au public à l'occasion des Journées du patrimoine, le 19 et 20 septembre. Dominique, les bénévoles font visiter aussi aux gens. Vous appréciez ce contact avec la... On participe à des visites, on fait des visites aussi. Donc j'ai fait des visites l'année dernière. C'est relativement intéressant parce que finalement, on participe à cette joie de faire quelque chose, disons-le, à notre retraite. Et moi, je trouve que c'est intéressant pour l'ensemble des visiteurs. Et je trouve qu'ils sont réceptifs, que ce soit des jeunes ou des personnes plus âgées. Bon, il y a un site internet pour avoir toutes les infos, notamment sur ces journées du patrimoine. C'est porte ouverte. Il y aura des visites nocturnes, je crois. C'est une première. Voilà, c'est une première cette année pour un peu aussi proposer autre chose. C'est une visite nocturne, c'est-à-dire qu'on va replacer exactement aux endroits où il y avait les éclairages de l'époque, des lampes, pareil, éclairées soit à l'huile de colza, parce que c'était comme ça à l'époque, ou un peu avec du pétrole. On va faire ces points lumineux pour montrer effectivement à notre public que dans ce fort, même dans le noir, on peut circuler. Et ça donnera un peu de mystère. Voilà, ambiance les 19 et 20 septembre. Et puis la mission patrimoine pour permettre au fort d'être encore plus beau l'année prochaine. Alors on va rester dans le Vercors. Vous êtes sur les contreforts du Vercors, on va dire au-dessus de Clé. Là, on va aller sur le plateau. On passe la barre rocheuse pour redescendre de l'autre côté avec Vincent Moulin, directeur de l'UTV. Vincent, l'UTV, en français, ça donne quoi? Ultra Trail du Vercors, tout simplement. Bon, qui est une des épreuves importantes du calendrier isérois, même français, sur le trail. C'est quoi le principe de cette course? Alors le principe, habituellement c'est un ultra, c'est-à-dire plus de 80 km. On frôle les 90 km et 4000 mètres de dénivelé. L'idée, c'est de parcourir un peu tous les villages des 4 montagnes, c'est-à-dire Lens-en-Vercors, Villard-de-Lans, Méaudre et Autran.
Et puis, entre les villages, on passe, si possible, par les sommets, là, comme on le voit sur les images, Pic Saint-Michel, Moucherotte, des choses comme ça. Et ça se parcourt également en relais pour permettre, je dirais, à des coureurs un peu moins entraînés quand même de pouvoir profiter de l'itinéraire et de l'organisation. Donc là, ça fait des relais d'une vingtaine de kilomètres qui sont quand même moins exigeants d'un point de vue physique. Oui, parce que 80 km et 4000 mètres de dénivelé à avaler sur les sentiers très beaux, mais pas forcément toujours très roulants c'est le but, oui. du Vercors, ça ne s'adresse pas non plus à tout le monde. Il faut quand même une sacrée expérience. Alors, oui et non, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il faut être préparé. C'est sûr que physiquement, pour pouvoir encaisser les 80 km, pour ne pas se blesser, il faut être prêt. Il faut avoir couru avant. Après, je pense que n'importe qui ou presque qui s'y prépare, s'il a la motivation, l'ambition de le faire, peut le faire. Ce n'est pas réservé à une élite. Loin de là, c'est des épreuves qui sont ouvertes à tous. Alors, organiser un événement sportif, en général, ce n'est pas simple, surtout une course comme celle-là. Cette année, c'est encore plus compliqué avec la crise sanitaire. Il y en a beaucoup qui ont jeté l'éponge. Il y a encore des annulations sur septembre, sur octobre. Vous avez tenu à maintenir la date et l'événement. Voilà, alors je ne vous cache pas, fin mai, début juin, je pense qu'on était à 2 doigts d'annuler, en effet. Et puis, on n'arrivait pas à se résigner, je pense, à jeter l'éponge. Et finalement, on a quand même maintenu une course, mais en réduisant la voilure. Donc, de 85, on est passé à 57 km. En fait, pour nous, le problème, c'était au niveau des ravitaillements, parce que c'est là où les coureurs se regroupent, croisent les bénévoles, plongent, je dirais, dans les aliments. Donc là, on aura un protocole très, très strict. Hein, les coureurs ne se servent pas, ils mettent le masque, ils se désinfectent les mains avant de rentrer. Et puis, le ravitaillement va être étalé sur 12-15 mètres, dans un espace dans un pré où on a vraiment de la place. Donc les coureurs, une fois qu'ils auront récupéré le ravitaillement, pourront s'éloigner les uns des autres pour se reposer tranquillement, s'alimenter tranquillement. Là, on voit quelques images du départ traditionnel qui se fait de nuit, très tôt le matin. Il aura lieu un peu plus tard, donc pas de nuit cette année, puisque c'est moins long. Et il y aura une différence assez notable quand même pour les coureurs, c'est qu'ils seront masqués au départ. Alors, masqué dans le sas d'entrée, dès que le départ est donné, très rapidement, ils peuvent l'enlever. Et les départs sont échelonnés. Hein. Ça sera des vagues de 80-100 coureurs qui partiront toutes les 5 minutes, je pense, pour tout de suite étirer la course. On ne verra pas forcément cette année le lever de soleil sur le Mont Blanc, mais il y a énormément d'autres choses à voir sur ce massif. Hein. Le trail et l'ultra-trail, notamment avec des distances aussi longues, ça permet de découvrir aussi des territoires. Je pense que c'est le but, en tout cas, en tant que coureur, c'est ce qui me motive aussi parfois pour aller faire des courses. Et ça a été aussi la motivation qui a été à l'origine de la course, c'est de faire découvrir notre massif aux coureurs. Et chaque année, on a de l'inédit chaque année, c'est-à-dire de nouveaux sentiers où la course n'est jamais passée. Et l'objectif, c'est vraiment de faire découvrir nos sentiers secrets, notre jardin secret. Ouais, vous refaites un parcours différent d'édition en édition. Chaque année, c'est un nouveau parcours qui est entièrement refait. Alors, on peut d'ailleurs remercier la société Birdsview, c'est eux qui vous font les images, c'est des magnifiques images qui donnent effectivement envie d'aller découvrir le Vercors. Alors, en courant ou en marchant, parce que dans l'ultra-trail, on ne passe pas son temps à courir. Hein. Non, en fonction de son niveau, mais rapidement, dès que ça monte, en gros, on marche. L'objectif, c'est si possible de courir sur les plats et les descentes. Il faut combien de temps en général, quand le parcours fait 80 km, pour les meilleurs, pour boucler les meilleurs, ils vont mettre 80 km, ils vont mettre 7-8 heures. Et puis les derniers vont mettre 18-19 heures. On a des barrières horaires, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est obligé d'arrêter les coureurs. Oui, on ne peut pas passer 3 jours à attendre la fin du peloton, ça on peut le comprendre. Il y a beaucoup d'abandon dans des épreuves aussi il y a quand même à la fin, oui, pas mal d'abandon. Oui. Après, on a des vadrouilleurs qui permettent de récupérer les coureurs. Après, les abandons sont... Il y a plein de natures d'abandon. C'est le coureur qui part déjà un peu blessé, c'est le coureur qui n'est pas bien ce jour-là, c'est le coureur qui n'est pas assez préparé. Hein, ça existe aussi. Voilà. En tout cas, comme je le disais, ça donne envie. Combien de coureurs au départ sur cette édition un peu particulière ? Alors, on a un peu réduit cette année le nombre de coureurs, donc 700 sur le parcours en solo et 150 équipes en relais.
Alors en fait 701 parce que donc Vous m'invitez. je vous invite. On m'a dit que vous étiez sportif. C'est un très beau Voilà. cadeau. On a Vincent. rajouté un coureur au 700. 56 km et combien de mètres de dénivelé, on m'a dit 57 km et 2007 cette année. 2007, voilà. Bah, ça, c'est un super cadeau. Je Voilà, rendez-vous. je suis ravi. donc, On va samedi faire 12. le 12 septembre, vous m'avez dit. Bah, on verra le 13 si j'ai pu relever l'invitation. Combien de petites balises aussi pour tracer ce parcours ça, alors c'est là, les j'ai- rubans qui permettent de ne pas se perdre. Voilà, j'ai pas le chiffre exact. Il y en a beaucoup. Sur 80 km, il y en a beaucoup. Même sur 55 km, il y en aura beaucoup. Par contre, ce que je tiens à dire, c'est des rubalises. Alors celle-ci, on voit qu'elle est vieille. Elle doit avoir 5 ou 6 ans d'âge. D'époque, ouais. Voilà, on les recycle d'année en année et on les récupère, si possible, dès le jour de la course. C'est-à-dire, c'est les serre-files qui enlèvent les balises dès que la course est terminée. Et au pire, s'ils n'ont pas le temps, on repasse. Et puis de toute façon, on refait une vérification dès le dimanche. Les membres du club refont Y a rien tout qui le traîne sur le- parcours. On veut que ça soit propre tout de suite après le passage de la course. Bon, bah, c'est samedi 12 septembre à 7h si vous voulez aller encourager les coureurs au départ. Le dossard 701, notamment, il aura besoin de beaucoup d'encouragement pour aller au bout des 57 km. C'est quoi la barrière horaire pour moi, par exemple La barrière horaire, c'est 19h à l'arrivée. Ah, bon, ça va. Alors, je vais 19 par 56, ça va me Ça faire... libère la soirée. Ouais, facile. On m'attendra pas pour manger. Bon, merci Vincent et bonne chance pour cette édition un peu particulière. Vous êtes une coureuse, une traileuse, Marine Marcheuse, mais pas traileuse. Bon, bah, 19h, vous pouvez peut-être venir avec moi, là on se relaiera. Peut-être. Alors, vous êtes, vous, directrice de la Pépinière des Talents. C'est une association iséroise d'intérêt général qui va ouvrir dans quelques jours à Moirans, à côté de Grenoble, la première prépa d'apprentissage en France pour les jeunes présentant des troubles 10. Alors, 10, c'est D-Y-S. Vous pouvez nous dire exactement ce que ça regroupe, cette appellation? Oui, 3 petites lettres qui en disent beaucoup. Les 10, c'est 8 à 12% de la population, hein, selon l'OMS. Et dans cette catégorie de 10 rentrent les dyslexiques, les dyspraxiques, les dysphasiques, les dyscalculiques, les dysorthographiques. Et puis, la recherche fait qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux termes 10 Qui apparaissent. exactement. Et puis, chaque trouble 10 ou grande famille de 10 décline sur des troubles plus spécifiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut être 10, juste un, dyslexique, dans des troubles de la lecture. Mais on peut être multi-10, parce que c'est plus sympa quand même. Et donc, du coup, on peut être multi-10. Et puis après, il n'est pas rare de constater que des enfants précoces peuvent être 10 aussi. Donc, ce sont en fait globalement des jeunes qui souffrent dans le système scolaire classique. Alors, pas tous, pareil, hein, il y en a qui s'en sortent, qui travaillent beaucoup, qui sont très consciencieux et qui donnent beaucoup d'eux-mêmes pour réussir. Le fils de monsieur donne beaucoup de lui-même et il a réussi, donc c'est super. Par contre, il y en a qui sont en rupture avec le système scolaire et qui ont vraiment besoin d'un petit coup de pouce. Donc, c'est pour eux qu'on a créé cette prépa apprentissage spécifique 10. Oui, parce que c'est une des premières sources, on pourra dire la première source d'échec scolaire en France. Oui, c'est une des premières causes d'échec scolaire en France, tout à fait. C'est un trouble assez nouveau, en tout cas, qui est diagnostiqué depuis quelques années, mais j'imagine qu'il était présent sûrement par le passé, même si on ne mettait pas forcément des mots sur ça. C'est pas du tout un trouble nouveau, c'est un trouble vieux comme la lune, sauf que avant, on était nul en orthographe, on était maladroit, on était nul, on savait pas pourquoi. Parler, voilà, on faisait pas d'efforts. Aujourd'hui, on met un terme scientifique à tout ça et ça s'appelle 10 quelque chose, dyslexique, dysphasique, comme je l'ai dit précédemment. Et c'est vraiment aujourd'hui un travail qui est sur les neurosciences très avancées, très abouties. La région a fait en 2017 la cause 10 comme sa grande cause régionale. Donc, c'était vraiment la région Rhône-Alpes aura maintenant est très avancée dans la recherche sur ces troubles 10 et ainsi que les laboratoires comme l'INSERM qui travaillent beaucoup. Un de nos partenaires à tout 10 travaille en étroite collaboration avec ces laboratoires pour justement faire avancer tout ce qui est connaissance en troubles 10. 10% de la population, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent peut-être avoir ce type de problème. Alors, quand on est 10, on reste 10 toute sa vie. Hein, donc, dans une entreprise, ça se soigne pas. Entre 8 à 12% des personnes sont 10. Et ils vont vous dire, moi, je suis nulle en orthographe ou j'aime pas lire.
où je suis maladroit, où je me perds tout le temps, je n'ai pas le sens de l'orientation. Très souvent, ce sont des troubles 10 qu'il y a derrière, sauf qu'ils n'ont pas été diagnostiqués. Et puis, aujourd'hui, on diagnostique plus. Bon, on manque encore cruellement d'orthophonistes ou de psy, parce que ce sont des neuropsys ou des orthophonistes qui peuvent faire les diagnostics officiels. Et puis, il n'y en a pas assez, il y a des listes d'attente. Donc voilà, la neuroscience avance, mais il faut suivre derrière. Alors, vous m'avez amené des gants. Oui. Je crois que vous vouliez me soumettre à une petite expérience. C'est ça, Marina? Je vais vous mettre dans la peau d'un dyspraxique. Donc, j'imagine que je les mets. Alors, c'est pas des gants, c'est des moufles. Vous ne m'avez pas facilité la tâche, mais j'imagine que ça fait partie de l'expérience. Voilà, donc j'essaye de vous mettre dans la peau d'un dyspraxique. Alors, je vous ai fait une belle chaussure improvisée dans laquelle vous allez pouvoir faire le lacet. Voilà. Il faut que je fasse un nœud, nœud, c'est ça? Une belle boucle, n'est-ce pas? Un premier nœud, puis une boucle. Et puis, si vous n'y arrivez pas très vite, quand même, vraiment, vous faites pas attention, vous faites pas d'efforts. Vous pourriez faire un petit peu plus vite, quand même, franchement. Je trouve que vous exagérez, mais voilà. Enfin, donc après, très maladroitement, des termes qui vont sortir, c'est t'as pas compris. Bon, allez, laisse, je vais te le faire parce que ça va bien. Donc voilà. Alors que le jeune, il y met, comme vous êtes en train de le faire, beaucoup la même énergie. Parce que là, je suis en train d'y mettre beaucoup plus d'énergie que ce que je mets habituellement pour faire un lacet. Tout à fait. Voilà, donc vous allez y mettre beaucoup d'énergie. Et c'est ce qui se passe aussi à l'école pour ces jeunes qui ont des troubles. C'est qu'ils y mettent beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. J'ai réussi à faire juste un nœud. Peut-être que vous pouvez arrêter. Oui, Ce qui est important, je pense, à savoir, c'est que ces troubles 10 engendrent une grande fatigabilité pour les jeunes. Par exemple, quand un jeune est en classe pendant 8 heures assis sur une chaise, un 10, lui, c'est comme s'il était assis au moins 16 heures ou 18 heures sur cette chaise. C'est-à-dire que la concentration que ça lui demande, c'est la même que si vous étiez assis 18 heures devant votre bureau, sur votre chaise, à écouter quelqu'un qui va vous parler. Et aujourd'hui, le système scolaire français n'est pas adapté à ces élèves. En fait, ils sont avec les autres et sans régime particulier. Alors, on prône l'inclusion sur le système scolaire français, ce qui est une bonne chose. Effectivement, ce n'est pas toujours adapté. Ça demande aux enseignants de faire du spécifique ou du personnel avec une classe de 30 et puis d'apprendre un nouveau métier, parce que savoir ce que c'est qu'un 10 et connaître toutes les spécificités ou savoir comment apporter les apprentissages à ce jeune, ça demande des connaissances plus importantes que ce qu'ils ont déjà. Et donc, de fait, ils font de leur mieux, ils vont photocopier en plus gros, ils vont essayer de peut-être mettre moins d'exercices ou des choses comme ça. Mais bon, après, ils sont pas spécialistes et ils font de leur mieux. Alors, pour rassurer les parents dont les enfants n'arrivent pas à faire les lacets assez vite le matin, pas tous dyspraxiques. Peut-être, même s'ils le sont, Albert Einstein, Léonard de Vinci étaient 10 et pourtant ils ont marqué l'histoire. On en parle encore aujourd'hui. Tout à fait. Vous, votre prépa va s'adresser aux 16-19, donc qui sont sortis du système scolaire ou quel public vous visez? Alors, ce sont des jeunes qui n'ont pas le bac. Donc c'est pour ça que ça va jusqu'au 19, mais qui n'ont pas le bac, qui ont une reconnaissance de trouble 10 et ils peuvent effectivement sortir de 3e s'ils ont redoublé. Aujourd'hui, on sort de 3e plutôt à 14-15 ans. On est en train de solliciter une dérogation du rectorat pour pouvoir accueillir des jeunes plus jeunes que 16 ans, mais on est en attente de cette réponse. Donc aujourd'hui, c'est 16 ans. On n'accueillera qu'à partir de 16 ans. Et puis, ils peuvent sortir de seconde, ils peuvent sortir de 3e en ayant fait une année de CAP, puis une année d'autre chose, puis une année de rien, et venir chez nous par la suite, peut-être pour justement faire un tremplin par rapport à ce qu'ils ont connu avant, se donner tous les moyens de réussir par la suite. Donc on va travailler sur les apprentissages de base, mais en pédagogie de projet, donc autrement que ce qu'ils ont connu à l'école aujourd'hui, enfin jusqu'à ce jour. On va faire pour apprendre. Et puis on va travailler avec des experts professionnels dans tout ce qui est estime de soi et troubles 10. Et on travaille également sur l'orientation pour permettre à ces jeunes de vraiment choisir en fonction de leurs compétences et leur savoir-faire et leur savoir-être ce dans quoi ils veulent aller travailler demain. Voilà, ne pas gâcher des talents. C'est l'idée de cette prépa, c'est une première en France et en Isère, mais on espère que ça se développera. Je crois que c'est le projet d'en développer ailleurs dans les années à venir. Merci beaucoup. Juste un point, c'est une formation qui est gratuite.
Parce Oui. qu'elle est financée par le ministère du Travail et par l'UDIMEC, qui sont nos partenaires dans le projet, tout à fait. Il y a des infos sur le site de votre association, la Pépinière des Talents, qui s'est affichée pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. J'espère que je serai plus doué sur l'Ultra Trail du Vercors que je l'ai été avec les gants de boxe. Mais bon, Merci de vous en être tout prêté cas au jeu. d'être venu sur cette émission. On se retrouve demain pour d'autres aventures. Merci. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. C'était Si on parlait avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes.